Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et en grand angle aujourd'hui, nous sommes avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur du site Le Monde Moderne et aujourd'hui, on va se pencher sur cette enquête. Michel-Édouard Leclerc nous fait-il vraiment faire des économies avec Magali Picard aux éditions Plomb. Vue de haut. Il est le chef d'entreprise préféré des Français. Il a une image du Robin des Bois français. Michel-Édouard Leclerc pèse 50 milliards. Il a plus de 734 magasins. Il dirige 140 000 salariés. Il est l'un des principaux employeurs en France. Alors Michel-Édouard Leclerc est-il un génie de la communication ou un imposteur ? Est-il un défenseur du pouvoir d'achat ou bien un héritier faisant fructifier le capital de son entreprise ? Aujourd'hui, pour en parler, nous sommes avec Magali Picard. Bonjour Magali Picard. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à LSA, magazine consacré à l'actualité et à l'analyse des tendances du commerce, de la grande distribution et de la consommation. Et vous écrivez donc ce livre, Enquête sur Michel-Édouard Leclerc, nous fait-il vraiment faire des économies aux éditions Plomb ? Alors, on le sait, la grande distribution a une mauvaise réputation de vendre des produits de mauvaise qualité. Et pourtant, Michel-Édouard Leclerc reste l'un des entrepreneurs les plus appréciés des Français. Alors pourquoi aujourd'hui Michel-Édouard Leclerc est l'un des entrepreneurs les plus appréciés en France ? Certainement à cause de son image. Vous le disiez en préambule, c'est certainement un génie de la communication. Les Français l'entendent dans le poste depuis 45 ans maintenant. Donc, ils ont l'impression de le connaître, mais ils ne le connaissent pas vraiment. D'où l'intérêt de faire cette enquête aujourd'hui et de révéler un peu plus de sa personnalité. Parce que paradoxalement, il est très connu, très entendu, mais peu connu au fond et assez secret. Oui, assez secret. Et ce qui est drôle, votre livre commence notamment sur Michel-Édouard Leclerc qui déambule dans un magasin, qui tutoie tout le monde, qui tape dans le dos. Donc il a un côté très Chirac et il tutoie tout le monde. Et Raffarin avait dit Michel-Édouard Leclerc, c'est un politique sans mandat. Alors pourquoi c'est un politique sans mandat, Michel-Édouard Leclerc ? Il a beaucoup de relations avec les politiques. J'ai calculé qu'il avait connu 6 présidents de la République et 25 ministres de l'économie au cours de sa carrière, puisqu'il est entré chez Leclerc en 1978 quand il avait 26 ans. Donc il a des rapports en permanence avec les politiques qui sont au pouvoir pour 2 raisons. Les politiques ont besoin de lui parce qu'il représente le terrain. Il dit toujours qu'il représente 18 millions de clients. Et lui a besoin d'eux pour faire passer certaines lois ou pour influer dans un sens ou dans un autre. Parfois ça marche et parfois ça ne marche pas d'ailleurs. Mais il est impossible de savoir d'ailleurs s'il est à droite ou il est à gauche, on ne sait pas. Et on ne sait pas non plus si on lui a proposé des postes de ministre ou pas. Lui dit que oui, mais j'ai eu du mal à le vérifier. Et avant de donner la parole à Alexis Poulain, comment il a réussi à faire ce réseau ? Parce que vous expliquez, donc il a repris l'entreprise de son père et ça fait plus de 45 ans qu'il est à la tête donc de Leclerc. Pas tout à fait 45 ans. Quand il entre en 1978 à 26 ans, c'est pour décrocher en fait une autorisation A3 pour importer du carburant et pour pouvoir baisser les prix alors que les prix sont fixés par l'État. Donc il entre un peu par la petite porte et un peu par hasard parce qu'à l'époque il est étudiant en philosophie et en économie à la Sorbonne. Il n'a pas spécialement envie d'entrer dans les centres Leclerc. Donc il y rentre un peu par la petite porte. Il rêve d'être journaliste d'ailleurs à l'époque. Et c'est en 1985-86 qu'il prend la coprésidence de l'ACDELEC. Alors c'est un peu du jargon, mais c'est le bras droit, le bras armé, le bras politique des centres Leclerc. Il prend la direction en 1986 aux côtés de son père. Donc c'est à partir de là qu'il préside les centres Leclerc. Alexis Poulain sur Michel-Édouard Leclerc et cette enquête. Oui, alors l'enquête est très fouillée et en particulier, il a accepté de vous répondre et vous avez pu l'accompagner sur certains de ses déplacements. Est-ce qu'il y avait une mise en scène dans la façon dont il a répondu à vos questions ? Est-ce que vous voyez que là, il jouait aussi avec une journaliste comme il le fait sur les plateaux de télé et de radio ? Oui, complètement. Il maîtrise totalement, il contrôle tout et il maîtrise totalement sa communication. D'ailleurs, j'ai démarré mon enquête il y a 1 an. C'est une grosse enquête puisque j'ai interviewé plus de 70 personnes, industriels, hommes politiques, anciens ministres, représentants de l'agriculture et bien sûr des salariés. Au passage, aucun salarié ni aucun industriel n'a accepté d'être cité. C'est pour dire quand même l'omerta qui règne dans ce milieu-là. Ouais. Et lui, Michel-Édouard Leclerc, a accepté de me recevoir au bout d'1 mois, mais il a beaucoup hésité
publicité. Donc, il m'a ouvert les portes au bout d'un mois, ce qui m'a permis de faire autant de reportages que je voulais dans des centres Leclerc, dans des entrepôts, et de l'accompagner sur certains déplacements. Mais à chaque fois, je savais que quand j'interviewais quelqu'un, c'était rapporté au chef, c'est-à-dire à Michel-Édouard Leclerc. Donc, toutes les interviews que j'avais avec des gens de Leclerc étaient quand même rapportées en haut lieu, sauf ceux qui n'ont pas voulu être cités dans le livre. Oui, c'est quelqu'un qui... Donc effectivement, il y a beaucoup de mise en scène de sa part. Il maîtrise totalement les médias. Hein. Il a grandi avec les médias dans les années 80 et avec l'essor des chaînes privées, des chaînes de télévision privées. Et c'est ce que j'ai calculé ce que je calcule à un moment donné dans mon livre. Il a une couverture médiatique qui est exceptionnelle par rapport à d'autres patrons français. Si on compare par exemple avec le patron de Carrefour qui est beaucoup moins médiatique, lui prend 10 fois plus la parole que Alexandre Bompard. Mais c'est aussi qu'il a une liberté de parole dans les médias qui est due au fait qui ne dépend pas d'un actionnaire. Les Centres Leclerc, c'est une coopérative de patrons indépendants, de plus de 500 patrons indépendants. Et donc, les Centres Leclerc ne lui appartiennent pas. Et donc, il ne dépend pas d'un actionnaire, il n'a pas de compte à rendre. Et donc, il a une liberté de ton qu'aucun autre patron n'a en France. Oui, puis ces passages médiatiques, en fait, c'est autant de pages de pub pour les Centres Leclerc. En réalité, je pense qu'il est là-dessus et il a l'aval du conglomérat parce que c'est une page de pub à chaque fois qu'il est sur un plateau. Mais en fait, c'est donnant-donnant, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est un levier de communication puissant en interne, puisque c'est une manière de faire passer des messages auprès des adhérents, auprès des directeurs de magasins. Et inversement, eux qui ne savent pas communiquer ont besoin de lui. Et donc, il leur fait économiser un budget de communication qui est énorme. Ouais, qui est énorme. Oui, je vais rappeler les chiffres que vous citez dans votre livre. C'est entre décembre 2021 et mai 2022, Michel-Édouard Leclerc, donc c'est 235 passages chez BFM, 200 chez BFM Business, 156 chez LCI. Alors, il est très à l'aise sur les plateaux. C'est un cas d'école. Hein. Oui, c'est un cas d'école. C'est quasiment quotidien, en fait. Oui, il y a certaines semaines, en plus, avec l'inflation, il a été porté par le sujet pendant plus d'un an. Oui, puis il est interrogé sur tous les sujets, en fait. M'ont fait remarquer les spécialistes, effectivement, il n'est pas interrogé seulement sur les Centres Leclerc. Il est interrogé sur tous les sujets et il faut dire qu'il a une manière de parler qui est assez simple, qui est assez compréhensible de tous en fait. Donc les Français ont l'impression de le connaître parce qu'il est dans leur cuisine, j'allais dire, tous les jours quasiment. Oui, c'est ça. Et puis, comment il a réussi à faire donc ce réseau médiatique, d'être sur les médias à tel point? Parce qu'on a parlé, on va peut-être en reparler aussi de son poids politique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un homme politique, qui a un poids politique en France, mais il a aussi un poids médiatique. Comment il a réussi à infiltrer comme ça les médias et puis donc les chaînes d'infos en continu? Alors, Michel-Édouard Leclerc, vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même un héritier, hein, c'est-à-dire que c'est le fils d'Édouard Leclerc qui a fondé les Centres Leclerc au début des années 50. Et son père allait déjà dans les médias. Il était déjà invité dans les années 70-80 sur les plateaux de télévision, mais il avait un ton beaucoup plus brutal que le fils. Il était beaucoup moins à l'aise. Ses discours étaient truffés de références à la Bible, donc c'était pas toujours très clair. Et Michel-Édouard Leclerc, lui, va prendre le contre-pied et ça va être une manière pour lui de se différencier de son père en adoptant un ton plus clair, plus libre, et il va devenir rapidement le chouchou des médias. Il est très accessible auprès des journalistes, il donne son portable facilement, et il va devenir un bon client, comme on dit dans notre milieu. Donc c'est un bon client des médias, mais c'est aussi un bon client des politiques, parce que donc il a un réseau politique, il a connu je ne sais pas combien de présidents de la République. Dans les années 80, il commence à faire le siège du bureau de Jacques Delors, hein, qui était ministre de l'économie. Ah, alors on a perdu votre connexion, on va vous retrouver dans le plus tôt possible. Magali Picard, on va rappeler le titre de votre livre. Enquête sur Michel-Édouard Leclerc. Nous faut-il vraiment faire des économies aux éditions Plomb? Est-ce qu'on vous a retrouvé? Ah, vous m'aviez perdu? Oui, on vous a perdu. Ah. On vous a perdu une seconde. Alors, vous étiez... Où est-ce que vous étiez? Alors, vous étiez aux politiques, enfin, les liens entre Michel-Édouard Leclerc et les politiques. On vous a... Ah. C'est bon, là, on vous a. Bon, je suis désolée. Aucun problème. Oui, alors, j'expliquais en fait qu'il avait commencé dans les années 80 à faire le siège du bureau de Jacques Delors, qui était ministre de l'économie, à l'époque où il voulait décrocher une autorisation A3, donc pour pouvoir importer du pétrole et pour pouvoir le vendre à bas prix par rapport aux stations-service. Il a continué dans le bureau de Pierre Bérégovoy et c'est comme ça en fait qu'il a tissé ses réseaux et des liens avec le pouvoir politique.
parce que à chaque fois dans ces combats contre les monopoles dans les années 80, donc il y a eu les stations-service. À l'époque, seuls les grands pétroliers avaient le droit de vendre de l'essence et de pouvoir baisser les prix. Ils le faisaient pas forcément, mais les grandes surfaces, elles, ne pouvaient pas le faire. Donc à cette époque-là, il se bat pour ouvrir à la concurrence ces monopoles. Il fait pareil avec la parapharmacie, avec les crèmes hydratantes, les dentifrices, etc., qui à l'époque n'étaient vendus qu'en pharmacie. Et il fera pareil avec le livre, mais là, il perdra. Et donc c'est à cette époque-là qu'il tisse effectivement des liens avec le pouvoir politique. Mais aujourd'hui, sous Macron, donc depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, il a quand même moins l'écoute des hommes politiques, certainement parce qu'Emmanuel Macron est plus fan de la tech et des startups que de la grande distribution. Ce n'était pas le cas, par exemple, de Nicolas Sarkozy, dont Michel-Édouard Leclerc est réputé avoir été assez proche. Alexis Poulain. Oui, puis je crois qu'Emmanuel Macron préfère remettre la Légion d'honneur à Jeff Bezos qu'à un entrepreneur français. Après tout, il regarde plutôt de ce côté-là de l'Atlantique qu'en France, Emmanuel Macron. Une autre question sur la fortune personnelle de Michel-Édouard Leclerc. Là aussi, on ne sait pas vraiment combien se rémunère ce patron. Quelle est la hauteur de sa fortune ? Alors si, on sait justement, enfin en Ouais. tout cas vous l'apprendrez en lisant le livre parce que j'y ai consacré tout un chapitre. Oui, mais c'est justement grâce à votre livre parce que oui, c'est ce que je voulais dire. Sa fortune équivaut au chiffre d'affaires d'un petit hypermarché, donc entre 50 et 60 millions d'euros. Alors à titre de comparaison, évidemment c'est beaucoup, mais à titre de comparaison, un Gérard Mullier par exemple, qui est le fondateur d'Auchan, c'est quand même 50 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup plus. Mais je vous rassure, il vit bien, Michel-Édouard Leclerc. Et donc, jusqu'au début des années 2010, il était salarié des centres Leclerc. C'est-à-dire que c'était les adhérents, les patrons, les 544 chefs d'entreprise qui le rémunéraient, qui le salariaient. Il avait été obligé de révéler son salaire lors d'une assemblée générale au début des années 2010 et son salaire était entre 4 et 5 millions d'euros par an. Et ensuite, au début des années 2010, il a changé de statut puisqu'il est prestataire, c'est-à-dire qu'il facture ses services via une société, il facture ses services, ses prestations au centre Leclerc, ce qui lui permet aussi d'être plus libre et d'être certainement moins transparent. Et il gagne autour de 4 à 5 millions d'euros. Son salaire n'a pas beaucoup bougé. Enfin, son salaire, ses prestations, le montant de sa rémunération, n'a pas beaucoup bougé. Et à ça s'ajoute alors il a un bel appartement dans Paris de 250 mètres carrés dans un quartier de la capitale, ça c'est son patrimoine. Également un très beau manoir en Bretagne. Et ça c'est important, il a vendu la marque, son père Édouard Leclerc, en fait c'est pas lui, son père Édouard Leclerc a vendu la marque en 2004, la marque et tous ses dérivés, donc ça fait 140 marques au total, Leclerc Voyage, le manège à bijoux, etc., pour la somme de 120 millions d'euros. 120 millions d'euros, c'est pas beaucoup selon les experts, vu le poids de la marque Leclerc. Donc ça veut dire que Michel-Édouard Leclerc n'a pas le droit d'utiliser la marque. Donc elle a été vendue par son père et les 120 millions d'euros ont été répartis entre les 3 enfants, c'est-à-dire Michel-Édouard Leclerc et ses 2 sœurs, Hélène et Isabelle. Et ces hypermarchés Leclerc sont accusés de contribuer donc à la destruction de 3 acteurs, donc les PME, les agriculteurs et les petits commerces, alors que Michel-Édouard Leclerc, ce que vous dites, c'est que c'est paradoxal. Michel-Édouard Leclerc prône des prix toujours bas, toujours plus de pouvoir d'achat, et en même temps, il contribue donc à la destruction de ces 3 acteurs, les PME, les agriculteurs et les petits commerces, en faisant pression sur les prix pour baisser les prix au maximum. C'est le double langage dont il est accusé régulièrement, mais qui est vrai, parce que pour vendre moins cher, Leclerc est effectivement l'enseigne la moins chère en France. C'est ce que j'explique dans le livre. Ils ont même construit un outil de comparaison qu'ils appellent l'Opus, et les centres Leclerc sur une base 100 doivent être à 96, donc ils doivent être 4 points moins chers que la base 100 et moins chers que les concurrents. Et d'ailleurs, si un centre Leclerc dépasse cette barre des 96, il est convoqué, enfin le directeur, le patron, est convoqué au siège et ça peut mal se terminer, il peut être radié du mouvement, ça arrive rarement. Et donc, il faut bien comprendre que pour vendre moins cher, il faut acheter moins cher. Donc, il faut acheter moins cher auprès de tous ceux que vous citiez, c'est-à-dire les fournisseurs, que ce soit les grands industriels, les PME et les agriculteurs. Et donc, effectivement, il les sort, enfin, les acheteurs, c'est pas lui personnellement, mais ces acheteurs
tirent les prix vers le bas, négocient au plus dur pour avoir des prix bas. Ils sont réputés pour être les acheteurs les plus durs de la grande distribution. On les appelle les bleus. Bon, aujourd'hui, les autres sont également durs. Intermarché n'est pas en reste, par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce business model-là soit mis à mal par l'arrivée massive des low cost, on voit la multiplication, Aldi, Lidl, etc., la grande distribution en train de bouger du côté de casser encore davantage les prix. Est-ce que les centres Leclerc sont préparés face à cette concurrence-là, ou est-ce que ça risque d'être une concurrence fatale ? Alors, les centres Leclerc restent numéro 1 en part de marché. Ils ont 22% et demi du marché alimentaire en France, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Je précise bien en France parce que sinon Carrefour serait le numéro 1. À titre de comparaison, Lidl, vous faisiez peut-être référence à Lidl, n'a que 8% de part de marché et Aldi a 3% de part de marché. Oui, mais ils sont assez agressifs dans la façon dont ils essayent de se développer en France. Et il y a de nouvelles enseignes qui arrivent, notamment le low cost de Carrefour, etc. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire sur tirer les prix vers le bas, et là, ça risque d'être difficile pour les centres Leclerc. Je ne sais pas si c'est du côté des prix que Leclerc pourrait perdre du terrain. C'est peut-être plutôt du côté de l'hyperconsommation, parce qu'on voit bien qu'on est en train de sortir de ce modèle-là, le modèle de l'abondance, de l'hyperconsommation, lié aussi aux 30 Glorieuses et au développement de la consommation. Certainement que l'on s'achemine vers une consommation plus responsable et plus durable, et que là, le modèle de l'hypermarché, avec beaucoup de références, des millions de produits, des milliers de produits sous un même toit, est peut-être en train d'en prendre un sacré coup. Enfin, on aura peut-être du mal à vieillir. Mais justement, il reprend le discours lui aussi de la fin de l'abondance parce qu'il promeut aussi une sobriété tout en ouvrant des hypermarchés dans toute la France. Alors, il ouvre de moins en moins d'hypermarchés. Aujourd'hui, les conditions environnementales sont telles et la réglementation est telle qu'il est quand même compliqué d'ouvrir un hypermarché. Et puis, il y en a beaucoup des hypermarchés. On est à saturation, donc il y a peu d'ouverture d'hypermarchés. Mais les adhérents, c'est-à-dire les chefs d'entreprise que sont les adhérents, ne manquent pas d'imagination pour développer de nouveaux modèles. On l'a vu par exemple avec le Drive, qui a été développé en 10 ans, et en 10 ans, Leclerc est devenu le numéro 1. Oui, c'est ça. Et puis, il y a une destruction aussi donc, des petits commerces, des centres-villes, où donc, avant, il y avait donc, les centres-villes avec les différents petits commerces. Là, maintenant, nous avons des hypermarchés en marge des villes, en périphérie des villes. Et ça a contribué évidemment à détruire donc, les centres-villes, le lien entre les personnes. Et ça, Michel-Édouard Leclerc et Leclerc a contribué à cette destruction en fait, du pouvoir d'achat de ces personnes qui étaient en centre-ville, qui maintenant est réservé, pour dire vite, à des bobos ou à des personnes qui ont le pouvoir d'achat pour pouvoir se payer des places et des appartements en centre-ville dans les grandes villes de France. Oui, c'est pas que Leclerc, c'est les grandes surfaces en général, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre le centre-ville et la périphérie? Ça n'a jamais été prouvé non plus. En tout cas, il y a un retour au centre-ville avec des surfaces comme Monoprix, comme les circuits courts qu'on a vu éclore avec le Covid un peu partout, c'est-à-dire une manière plus directe pour aller du producteur au consommateur avec moins d'intermédiaires. Et on voit bien que les Français sont quand même assez friands de ce type de consommation. De produits locaux. Oui, c'est ça, parce finalement, il va y avoir deux France, des personnes qui vivent qui achètent en hypermarché. Alors, on va voir avec vous si les produits sont toujours de qualité ou pas avec cette baisse des prix. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème où il y aurait donc deux France, une France qui peut se permettre d'acheter bio, des produits de qualité, du pain de qualité, et puis des personnes qui achètent chez Leclerc des produits certes beaucoup moins chers, et qui leur permettent d'avoir un vrai pouvoir d'achat, mais finalement qui ont une nourriture et des produits de bien mauvaise qualité. Écoutez, oui, alors Leclerc a aussi fait des progrès en vendant du bio et en vendant plus de produits locaux, en vendant des produits de PME, mais c'est sûr qu'il y a une marge de progression. Mais on le voit avec l'inflation, le pouvoir d'achat quand même, c'est compliqué pour beaucoup de Français, et du coup, c'est sûr qu'ils préfèrent aller dans les grandes surfaces pour payer moins cher plutôt que en centre-ville. Mais quand même, les grandes surfaces participent aussi au développement du bio. Bon, en ce moment, le bio ne se porte pas bien, mais les grandes surfaces vendent aussi du bio. Alexis Poulain. Oui, il y a un mouvement quand même, on voit bien de changement profond de la grande distribution, à la fois
par la demande des consommateurs, une consommation plus responsable, par le risque des prix. Est-ce que c'est pas justement la fin officielle des 30 Glorieuses, ces grands ensembles de surconsommation, avec derrière des filières qui risquent de s'effondrer, parce que le lait, je pense au lait particulièrement, où les prix sont particulièrement bas. Est-ce qu'il n'y a pas là la fin d'un monde en réalité qui est en train de se jouer? Il y a certainement un monde à repenser et une valeur à mieux répartir effectivement entre toute la chaîne, sur toute la chaîne de production, entre les agriculteurs et les distributeurs. Bon, ça a été l'objet de plusieurs lois. Emmanuel Macron et surtout Julien de Normandie ont porté la première loi Egalim pour rétablir une plus grande égalité entre les agriculteurs et les distributeurs, enfin plutôt pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés. Vous preniez l'exemple du lait, je décortique le prix du lait dans mon livre et j'explique pourquoi le lait en France n'est pas vendu aussi cher qu'en Allemagne. En Allemagne, par exemple, le litre de lait est vendu à 1 euro. En France, il est régulièrement promotionné, enfin vendu sous promotion à 60 ou 70 centimes d'euros. Et à ce prix-là, à 60, 70 et même 80 centimes d'euros, en fait, le producteur, il s'y retrouve pas. Le producteur, il lui faudrait... J'ai fait un reportage, en fait, chez un producteur de lait en Haute-France, pardon, qui m'a expliqué que pour vivre décemment, il lui fallait 45 centimes par litre de lait. Or, il en touche 38. Donc, effectivement, il y a un problème. Et Michel-Édouard Leclerc, lui, va vous dire que c'est l'intermédiaire, c'est-à-dire la coopérative, qui va transformer le lait en beurre, en crème, etc., qui prend 25 centimes au passage et que lui ne prend que 15 centimes au final. Mais si vous faites l'addition, vous arrivez à plus de 60 centimes le litre de lait. Vous arrivez à 85 centimes. Or, lui, il va le vendre 60 ou 70 centimes. Donc, effectivement, il y a un vrai problème de répartition de la valeur entre les agriculteurs et les distributeurs. Alors, Egalim, on en est au 3e volet de la loi, puisqu'en ce moment, au Sénat est débattue une proposition de loi qui émane d'un député de la majorité, Frédéric Descrozaille, et qui vise toujours à mieux répartir la valeur entre distributeurs et agriculteurs. Les premières versions d'Egalim, Egalim 1 et Egalim 2, ont permis d'améliorer le revenu des agriculteurs de 16% selon un rapport très sérieux de l'Inspection générale des finances qui est paru en septembre dernier. Alors certes, leur revenu s'est un petit peu amélioré, mais pas suffisamment, puisque leurs coûts de production ont beaucoup augmenté. Ils ont augmenté de 35% en un an, que ce soit à cause de l'énergie, à cause de la matière première. Donc le problème est loin d'être résolu et c'est un problème très complexe. Oui, tout à fait. Nous, on va parler aussi. Je voulais vous parler aussi de cette baisse des prix. Est-ce que il y a une perte de la qualité des produits chez Édouard Leclerc? Est-ce que la baisse des prix s'accompagne d'une perte de la qualité des produits, ou alors pas du tout? On est resté sur une bonne qualité, ou est-ce que justement ces agriculteurs parce on parle des agriculteurs, est-ce que ces agriculteurs bradent en qualité leurs produits pour pouvoir suivre les exigences, notamment du groupe Leclerc? Je crois pas que les agriculteurs baissent la qualité de leurs produits. Malheureusement, ils sont obligés de baisser les prix et c'est plutôt leurs revenus qui s'en trouvent touchés. Ce qu'on voit avec l'inflation parce que justement, ils ne veulent pas baisser la qualité de leurs produits, donc ils sont obligés de baisser les prix et c'est ça qui est sacrifié. En général, oui, ils baissent pas la qualité de leurs produits. Non, depuis un an avec l'inflation, ce qu'on voit beaucoup éclore, enfin se développer, ce sont les marques propres, c'est-à-dire les marques maison développées par la grande distribution. Et Leclerc en a, ça fait à peu près 30% de leur chiffre d'affaires, donc c'est quand même beaucoup. Et sur ces marques propres qu'ils développent en interne, avec leur propre cahier des charges, ils ont des marges plus importantes et la qualité des produits est censée être égale à celle des grandes marques. Après, moi, je suis consommatrice aussi comme vous, donc je pense que la qualité est à peu près égale, mais peut-être un peu moindre que celle de produits locaux ou de d'autres produits. Alexis Poulain, une dernière question pour Magali Picard, et après on vous laisse à 9h. Un flash actu, et puis on reprend avec vous, Magali Picard. Il n'y a pas eu de relecture de la part des services de communication de Michel-Édouard Leclerc du livre, mais est-ce qu'il vous a fait un retour de lecture, lui, en tant que lecteur? Écoutez, non, il est étrangement silencieux depuis la sortie du livre, donc il ne m'a pas fait de retour de lecture. Et je vous rassure, il n'a absolument pas relu une seule ligne du livre. Oui. C'est une enquête menée en toute indépendance.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis Poulain. On rappelle donc à nos auditeurs que vous êtes fondateur du site Le Monde Moderne. Nous, on reste avec vous, Magali Picard, pour votre livre Enquête sur Michel-Édouard Leclerc. Nous fait-il vraiment faire des économies aux éditions Plomb? Mais tout de suite, il est 9h. On commence le bulletin d'actualité avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et on retrouve Magali Picard et son enquête sur Michel-Édouard Leclerc. Et je voulais vous parler donc du symbole de la baguette de pain. La baguette de pain, vous l'écrivez, donc c'est en janvier 2022. Un matin, les 544 patrons de magasins reçoivent un mail. À partir du 11 janvier, le prix de la baguette de 250 grammes sera bloqué pendant 6 mois à 29 centimes. Il y a des symboles qu'il faut défendre coûte que coûte. Alors c'est drôle parce que en quoi cette baguette de pain, Édouard Leclerc, est devenu un symbole, un marqueur, on va dire marketing. Alors je suis désolé, je vais mettre un euro dans le cochon parce que c'est un mot anglais, un marqueur marketing donc en France. Et pourquoi Édouard Leclerc est si attaché à cette baguette de pain à, on le rappelle, donc 29 centimes. Michel-Édouard Leclerc. Hein. Édouard oui. Leclerc, c'était son papa. Michel-Édouard. Ouais, Michel-Édouard Leclerc, attention. Alors oui, il y a eu toute une polémique en fait autour de cette baguette à 29 centimes. Rappelez-vous, c'était il y a 1 an, donc c'était avant l'entrée en guerre de l'Ukraine. Donc on a un peu tout oublié. Mais un jour de janvier, effectivement, Michel-Édouard Leclerc annonce sur un plateau de télévision, comme il a l'habitude de le faire, que la baguette va être bloquée à 29 centimes, bloquée pendant 6 mois. Et en fait, ce que je décortique dans le livre, c'est dans le chapitre consacré à l'agriculture, c'est que finalement, tout ça, c'était quand même un coup de pub savamment orchestré et dont les politiques se sont emparés alors qu'il n'y avait pas forcément lieu d'en faire une polémique. Parce que si on décortique les 29 centimes, alors déjà, dans certains centres Leclerc, la baguette était à 24 centimes. Donc, c'était même pas une baisse de prix. Là, pour le coup, c'était une augmentation. Et dans d'autres, elle était à 34 centimes. Donc, parfois, il y a eu baisse, parfois, il y a eu augmentation. Si je décortique les 29 centimes, dans une baguette de pain, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la farine, il y a de l'eau, il y a du sel et il y a de la levure. Bon, ça, c'est la matière première. C'est moins de 5 centimes du coût de la baguette. Ensuite, il y a de l'énergie. Il faut faire chauffer les fours. Il faut chauffer les fours. Il y a de la main-d'œuvre, donc du salaire. On arrive au total à peu près à 18 centimes avec ses coûts fixes. La marge donc, de Leclerc, elle est quand même de 11 centimes sur un total de 29 centimes. Au minimum, elle est de 11 centimes et elle peut aller jusqu'à 14 centimes si la baguette est vendue à plus de 30 centimes. Donc, la marge du distributeur, elle est assez élevée en fait. Donc, Michel-Édouard Leclerc, il peut baisser le prix de la baguette sans qu'il y ait des répercussions énormes sur les meuniers ou les boulangers, puisque la matière première pèse très peu, puisqu'elle pèse moins de 5 centimes. Donc tout ça, c'était quand même beaucoup de bruit pour rien, la baguette de pain. Même si c'est un symbole, je vous l'accorde. Mais donc c'est un coup, c'est une publicité en fait cachée pour montrer... Et j'ajoute... Oui, pardon. Et c'est quand même important parmi les volumes, c'est quand même important de le dire. Hein. Je crois c'est un peu moins de 20% des baguettes vendues chez Leclerc. Donc c'est une baguette sur 5 qui est vendue à 29 centimes chez Leclerc. Et ça, c'est un discours qu'on peut qualifier de populiste, c'est-à-dire finalement, nous, on peut se permettre de vendre une baguette à seulement 29 centimes. Je ne sais pas si on peut dire populiste, parce que les autres grandes surfaces vendent aussi des baguettes à 30 centimes. Tout à l'heure, vous parliez d'une France à 2 vitesses. Là, c'est un très bon exemple. C'est qu'en fait, il y a des millions de Français qui achètent du pain, effectivement, à moins de 50 centimes la baguette. Et puis, il y a des millions de Français qui vivent dans les grandes villes et qui ont oublié qu'on pouvait acheter du pain à ce prix-là et qui paient, eux, leur baguette tradition à 1,20 € ou à 1,30 €. Donc, on a l'impression qu'il y a aussi une partie de la France qui a oublié une autre partie de la France. Et c'est ce que dit Michel-Édouard Leclerc. Et finalement, est-ce qu'il n'a pas raison quand il se présente comme un Robin des Bois des Français ? C'est de dire, moi, je suis en contact avec les clients, je représente 18 millions de consommateurs, donc je sais que les consommateurs ne peuvent pas se payer des baguettes trop chères et que c'est un marqueur. Une baguette à plus d'1 €, c'est plus possible. Alors, c'est-à-dire que c'est ce qui fait la force de son discours. Hein. C'est la répétition de ce message. C'est le même depuis 45 ans. Il s'érige effectivement en défenseur du pouvoir d'achat, en défenseur du petit consommateur contre les gros industriels, contre les lobbies, contre l'État, le gouvernement, etc. Et ça, c'est son discours. Ça n'a pas bougé. Et quand il n'y arrive pas, c'est-à-dire quand il n'arrive pas à baisser les prix, il va dire que c'est la faute de l'État, des industriels, etc. Et il va se poser en victime. Bon, c'est un discours
discours aussi qui a ses limites, parce que comme on le disait tout à l'heure, pour vendre moins cher, il faut acheter moins cher. Et donc, à l'autre bout de la chaîne, on a des agriculteurs ou des petits fournisseurs qui ont quand même souffert sur ces 40 dernières années. Et si on a un système des prix bas, c'est parce qu'il a été instauré par Leclerc, entre autres. Mais en tout cas, c'est Michel-Édouard Leclerc et Leclerc qui ont donné le là pendant des années avec ce système des prix bas. Mais cette proximité qu'il aurait, donc on l'a rappelé tout à l'heure, il a un côté très Chirac, il arrive dans un magasin, il tape dans le dos, il tutoie. C'est quelqu'un comme Chirac, c'est compliqué de ne pas l'aimer. Est-ce qu'il a cette proximité qu'il a donc avec ses employés, avec ce consommateur, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que finalement c'est aussi, on peut dire, une élite un peu déconnectée de la base? Non, je crois qu'il y a une part de sincérité chez lui. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu durant cette enquête. C'est un mélange de tout. Enfin, j'allais dire, c'est quelqu'un de sympathique, vous l'avez dit, ça c'est sûr. C'est quelqu'un de curieux, de très curieux. C'est un redoutable dialecticien. Il a toujours une petite phrase qui fait sourire, mais qui veut tout dire quand il dit l'important n'est pas d'avoir raison, mais de convaincre. Donc, il veut toujours convaincre. Il peut être sincère, mais à contrario, il y a une part de manipulation, il y a une part de calcul. Tout est calculé chez lui et tout est sous contrôle. Mais vous parlez justement de sa personnalité, vous dites, je cite, narcissique, provocateur, obstiné, ambivalent, manipulateur, parfois démago. L'homme est un monde de l'homme, donc Michel-Édouard Leclerc, est un monde de paradoxes à lui tout seul. Est-ce que ça, enfin, je ne veux pas être cynique, mais est-ce que ce n'est pas finalement le propre de tous les dirigeants, c'est-à-dire d'être un petit peu manipulateur, d'être obstiné, d'être narcissique? Est-ce qu'on peut véritablement lui reprocher ça à Michel-Édouard Leclerc? Non, je crois que vous avez raison. Effectivement, ça doit être le cas de beaucoup de patrons, c'est sûr. Mais peu de patrons, on le disait au commencement de cette émission, peu de patrons sont aussi médiatiques. Lui, quand même, use et abuse des médias. Donc, oui, c'est ça. Ce qu'on reproche, c'est qu'il fait sa communication là-dessus sur une bienveillance et une véritable préoccupation pour ses consommateurs, alors qu'il y a aussi là-dedans une démagogie et une sorte de manipulation. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est encore une ambivalence, une forme d'ambivalence. Alors, je voulais vous parler aussi, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, du business de la pharmacie que le groupe Leclerc a tenté d'acquérir. Alors, comment il a essayé d'acquérir donc, ce business de la pharmacie qui est très protégé en France, et donc ça montre aussi cette volonté de Michel-Édouard Leclerc donc, de s'accaparer un petit peu toutes les parts de marché possibles de l'hypermarché. Alors, ce qu'il faut lui reconnaître à Michel-Édouard Leclerc, c'est que certes, c'est un héritier, mais c'est aussi grâce à lui, en partie, que le mouvement Leclerc est devenu le numéro 1 de la distribution en France. Et c'est justement en s'attaquant à des monopoles et en vendant des produits non alimentaires qui n'étaient pas vendus en grande surface jusque-là. Alors, on a parlé de l'essence, vous me parlez de la parapharmacie, c'est-à-dire tous les produits qui étaient vendus en pharmacie, et dès les années 80, il s'attaque à ce monopole-là. Il a une stratégie en 3 temps avec les monopoles, c'est-à-dire qu'il identifie un combat. Sur le plan commercial, il commence par baisser les prix. Ça s'accompagne d'une campagne de communication auprès des médias et des politiques et des juges pour les convaincre du bien fondé de son combat. Et troisième partie de la stratégie, ça se termine sur le plan judiciaire. En général, les concurrents, que ce soit les pharmaciens, les pétroliers ou dans le cas du livre, les libraires, attaquent Michel-Édouard Leclerc, attaquent les centres Leclerc devant la justice. Et ça se termine au niveau européen, devant la Cour de justice européenne. Et Michel-Édouard Leclerc, là, soit il perd, soit il gagne. Mais sur la pharmacie, le lobby est quand même puissamment organisé. Enfin, le lobby, les pharmaciens sont très organisés et le combat dure encore. Il y a encore des choses comme le paracétamol, enfin des médicaments, pour le coup, comme le paracétamol que les centres Leclerc voudraient vendre, mais qui ne peuvent pas vendre. Alors que dans d'autres pays européens, notamment en Grande-Bretagne ou en Italie, on peut acheter du paracétamol en grande surface. Et alors pourquoi il y a ce lobby de la pharmacie qui a pu vendre donc pas de paracétamol, notamment pas de médicaments, mais tout de même donc des crèmes solaires, de la vitamine C ou du lait infantile. Vous m'entendez toujours ? Oui, je vous entends, c'est bon. Ou du lait infantile. Ça a un peu oui, sauté. pardon, ou du lait infantile.
Oui, ou du lait infantile, effectivement, qui peuvent être vendus en grande surface. Les pharmaciens ont aussi un poids politique et selon le pouvoir en place, ils arrivent aussi à négocier auprès du pouvoir politique. Cela dit, le pharmacien prodigue un conseil qui n'est pas forcément donné en grande surface et là-dessus, ils ont des arguments. Mais il n'a pas obtenu gain de cause donc pour les pharmacies. Alors comment il a géré cet échec, Michel-Édouard Leclerc? Non, alors c'est un semi-échec. Non, il a quand même. Non, parce qu'au début, les grandes surfaces ne pouvaient pas vendre de vitamine C, ne pouvaient pas vendre de crème hydratante, de crème solaire, etc. Tout ça, c'est quand même un succès dans la mesure où vous avez des espaces de parapharmacie qui ont ouvert dans tous les centres Leclerc. Il a perdu sur certains produits, mais pas sur tout. Non, le combat qu'il a perdu, c'est celui du prix unique du livre, voilà. Effectivement, qui a été gagné par Jack Lang. Oui, tout à fait. Et donc ça, il a perdu. Alors comment se fait-il qu'il a perdu? Et puis aujourd'hui, c'est même plus un débat parce que les gens achètent des livres sur Amazon, mais ça, il a tout de même, il a aussi semi-gagné parce qu'il a aussi réussi à créer des espaces de lecture, des espaces livres. Il a créé des espaces culturels, voilà. Il a créé des espaces culturels, mais il n'a pas réussi à faire des rabais donc, sur les livres. Exactement. Alors, je peux vous raconter l'histoire rapidement. Mais dans les années 70, la Fnac ou Leclerc, donc avant l'élection de François Mitterrand en 1981, pouvaient pratiquer des rabais sur les livres, des réductions de prix. Et François Mitterrand, dans son programme présidentiel, sa 100e proposition, c'était d'instaurer un prix unique du livre, c'est-à-dire au titre de l'exception culturelle. Le livre n'étant pas un bien comme les autres, il devait avoir un prix protégé. Et donc, c'est l'une des premières lois qui passe dès que Mitterrand est élu en 81. La loi passe au mois d'août, la loi sur le prix unique du livre. Elle est défendue par Jack Lang, mais les centres Leclerc et la Fnac, d'ailleurs, ils se retrouvent dans le même combat. Pendant 4 ans, vont continuer à pratiquer des rabais sur les prix. Dans les années 80, sur les livres, chez Leclerc, il y avait 2 prix. Il y avait un livre en orange qui était le livre Leclerc, le prix Leclerc, pardon, et un prix, une étiquette rose qui était le prix Jack Lang ou Mitterrand, enfin le prix unique du livre, si vous préférez. Et donc, il faudra 4 ans pour que Jack Lang gagne le combat contre les centres Leclerc. Il le gagne parce qu'il convainc la Cour européenne, en fait, d'instaurer ce prix unique du livre. Et la revanche de Michel-Édouard Leclerc, ce sera de créer les espaces culturels. Il y en a plus de 200 aujourd'hui, et c'est le 3e libraire français derrière Amazon et la Fnac. Parce qu'il a réussi quand même à se mettre à dos. Donc certains politiques ont parlé d'Emmanuel Macron. Là, il y a Jack Lang. Donc il n'a pas toujours été complètement en phase avec le pouvoir. Il s'est mis à dos aussi Jacques Chirac, parce que vous parliez du commerce de centre-ville tout à l'heure. Jacques Chirac était un fervent défenseur des agriculteurs, évidemment, en bon corrézien, mais aussi du centre-ville. Et donc, il a prôné, enfin, il a lancé, il est à l'initiative de 2 lois, notamment la loi Raffarin, donc de Jean-Pierre Raffarin, qui limite les superficies de grande surface, enfin, qui les soumet à autorisation. Et donc, vous expliquez même dans votre livre qu'il a essayé de vendre des cigarettes, mais que le lobby était vraiment beaucoup trop impuissant. Oui, il y a des lobbies quand même qui n'a pas réussi. Oui, ces rapports, pour terminer quand même sur la politique, ces rapports avec le pouvoir politique sont très ambigus en fait, parce qu'il est proche du pouvoir politique depuis 5 ans, 6 ans, ce n'est plus le cas, mais pendant longtemps, il a été proche du politique, mais sans le montrer. Il faut surtout pas montrer qu'on est trop proche du pouvoir politique, parce qu'on défend quand même le consommateur. Voyez. Oui, donc il y a un jeu comme ça, une ambiguïté dont vous parlez, Magali Picard, dans votre livre Enquête sur Michel-Édouard Leclerc. Et donc il a tenté aussi de vendre des cigarettes. Le lobby était trop important. Vous l'avez expliqué. Donc il identifie un combat, une part de marché. Il lance une campagne de communication. Puis après, il lance des procédures judiciaires et il explique la loi. Je cite Michel-Édouard Leclerc, la loi, je m'assois dessus quand elle est faite contre moi. Alors comment vous expliquez déjà qu'il ose dire ça? Donc ça montre quand même une certaine verve. Oui, c'est une phrase qu'il a prononcée en 2013 à la radio, et à l'époque Benoît Hamon était ministre de la Consommation, et donc évidemment ça avait soulevé beaucoup de protestations, et lui dit que ça a été mal interprété, c'était pas exactement ce qu'il voulait dire. Ce qui est sûr, c'est que quand il a mené ses combats, il n'hésitait pas effectivement à enfreindre la loi. Quand dans les années 80 les centres Leclerc vendent de l'essence à prix réduit, c'est en toute illégalité. C'est pareil pour les livres, il ne respecte pas la loi. Je crois qu'aujourd'hui, il a un petit peu il a un peu changé, il s'est un peu assagi de ce côté-là, mais c'est un Robin des Bois, comme vous le disiez, enfin, ce que je dis dans mon livre aussi. Donc ce côté Robin des Bois, parfois ça frise avec l'illégalité.
Oui, ça frise l'illégalité. excuse, Donc hein. c'est ce Oui. côté Robin des Bois où il justifie l'inégalité pour les consommateurs et en fait on se rend compte que c'est tout de même pour les bienfaits de son groupe finalement. C'est les deux, ah oui, c'est sûr. Oui, oui. Alors, c'est pour le consommateur, c'est-à-dire que c'est pour le consommateur dans la mesure où il va vendre plus de produits. S'il vend plus de produits, s'il vend plus d'articles, ben, le chiffre d'affaires de Leclerc se porte mieux. Mais comme je vous le disais, les centres Leclerc sont une coopérative et donc Michel-Édouard Leclerc n'est pas propriétaire et n'est pas actionnaire des centres Leclerc. Et donc il n'est pas actionnaire des centres Leclerc, il a hérité donc d'Édouard Leclerc qui lui a été le pionnier donc, de ces hypermarchés. Et ce que vous expliquez, c'est qu'il ne sait pas complètement, il ne s'inscrit plus dans la lignée Leclerc de son père, il s'est un peu détourné de la ligne. Il s'est pas détourné, mais il a dû se démarquer. Comme c'était un fils d'eux, voilà, il a dû se démarquer et se construire d'une manière différente. Et c'est ce que je disais, il s'est construit via les médias. Déjà, il s'est construit en apportant une culture économique au groupe, puisqu'il a fait des études économiques assez poussées, puisqu'il a soutenu une thèse, donc il est docteur en économie. Il a soutenu une thèse en macroéconomie devant un certain Raymond Barre, dont vous vous souvenez certainement, dans les années 70, en 1976. Donc, il a apporté une culture économique à des adhérents, à des indépendants qui n'en avaient pas forcément. Ensuite, il a apporté de la méthode par rapport à son père, qui était assez brouillon. Il a apporté une méthode et il a contribué à construire le groupe. Et enfin, il a apporté un style totalement différent, puisque par rapport à son père, qui était assez raide, qui avait des discours truffés de références à la Bible, qui n'étaient pas toujours compréhensibles, lui va apporter un style différent, provocateur comme son père, mais plus clair et plus clair, voilà, plus clair. Il était aussi libre que son père, mais plus clair et du coup moins conflictuel, c'est ce que je voulais dire, moins conflictuel parce que son père était un bagarreur. On parlait d'illégalité, effectivement, ça frisait toujours avec l'illégalité, ça se terminait souvent en bagarre. Dans les années 60, son père exhibe quand même les dents cassées de Gérard Nicou, qui était un défenseur du petit commerce. Il s'était battu avec Édouard Leclerc sur un plateau de télévision. Édouard Leclerc sort les dents cassées. On verrait plus jamais ça aujourd'hui. Mais donc, Michel-Édouard Leclerc, lui, n'aime pas le conflit. Il est réputé pour ça. Tous les gens qu'il connaissent bien, des proches qui ont travaillé avec lui me l'ont confirmé. Il n'aime pas le conflit. Et donc, il va pas à la bagarre comme son père y allait. Mais en revanche, comme il dit, quand on m'attaque, je cogne et je gagne. Voilà, il a fait beaucoup d'aïkido. Quand on est propriétaire de ces hypermarchés, autant de salariés, oui, on ne peut aimer que la bagarre. Et Michel-Édouard Leclerc, donc il a hérité donc de ce groupe. Aujourd'hui, il a 70 ans. Alors évidemment, on se dit qui va reprendre le flambeau, qui pourra succéder à la tête de l'empire des hypermarchés Leclerc. Allô ? Oui. Alors, il y a plusieurs réponses. Oui, vous m'entendez, vous ? Oui, très bien, très bien. Oui. Bon, il a mis en place en fait en 2015 un système de gouvernance avec 3 adhérents donc en interne, 3 patrons puissants, hein, parce que on les appelle les barons, mais donc parmi les patrons de magasins, il y a aussi des gens plus ou moins puissants suivant les fortunes qu'ils ont, ce qui d'ailleurs induit un sentiment de reconnaissance à l'égard de Michel-Édouard Leclerc, du père et du fils qui ont permis l'enrichissement de tous ces pionniers. Donc, il y a un sentiment de reconnaissance et un lien qui fait qu'il n'est pas critiqué en interne, en tout cas que peu osent le critiquer. Donc, il y a cette gouvernance qui a été mise en place autour de 3 barons puissants qui dirigent des centrales régionales, des centrales d'achat régionales. Mais Michel-Édouard Leclerc a aussi 4 enfants. Et parmi ces 4 enfants, 2 travaillent au sein des centres Leclerc, notamment sa fille aînée, Audrey, qui travaille, qui s'occupe du digital chez Leclerc depuis quelques années, qui est diplômée d'une grande école de commerce et qui éventuellement pourrait lui succéder, mais rien n'est arrêté. Il a 70 ans, bientôt 71, mais il est quand même en très grande forme, donc il n'envisage pas du tout de s'arrêter. Hein. D'ailleurs, le mot retraite lui fait horreur. Et peut-être donc que ça ne sera plus un Leclerc qui possédera donc les hypermarchés Leclerc après lui. Oui, c'est pas du tout évident que ce soit un Leclerc. Et si ce n'est pas un Leclerc, le groupe Leclerc continuera d'exister, mais il n'existera pas de la même manière. Ils n'auront pas un communicant de cette envergure-là, si j'ose dire. Et merci beaucoup Magali Picard donc pour cette enquête très fouillée, enquête sur Michel-Édouard Leclerc. Nous fait-il vraiment faire des économies aux éditions Plomb? Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance
totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.